Bonsoir à toutes et à tous de Thessalonique. Malgré les contextes actuels difficiles que nous traversons tous, toute l'équipe est très heureuse de vous accueillir en direct des locaux de l'Institut français de Thessalonique. À mes côtés, mais à distance pour bien respecter les gestes barrières, Sandrine Mouchet, consul général de France à Thessalonique et directrice de l'Institut français de Thessalonique. Bonsoir. Toujours dans la médiathèque, mais dans les coulisses, nous avons avec nous notre collègue Fanny Fénérol, qui a tout fait pour organiser les choix Goncourt de la Grèce, notre technicien team et moi-même, Katerina Spiropoulou, chargée de communication et traductrice littéraire. Ce soir, je vais juste prendre la casquette de la modératrice. Je commence par remercier tous les invités qui participent à ce lancement de la deuxième édition du choix Goncourt de la Grèce, soit un duplex d'Athènes, Patrick Aumois, conseiller de coopération et d'action culturelle, directeur de l'Institut français de Grèce. De Paris, nous avons avec nous Pierre Assouline, écrivain, journaliste, membre de l'Académie française, et Jean-Paul Dubois. De l'Académie Goncourt. De l'Académie Goncourt, désolé. Pas encore l'Académie Goncourt. Non, oui. Surtout pas. Non. Et Jean-Paul Dubois, écrivain, lauréat du Goncourt 2019 et lauréat du premier choix Goncourt de la Grèce pour son roman Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon. Et de Zurich, nous aurons bientôt avec nous Christos Chrysopoulos, romancier et traducteur, président d'honneur de la deuxième édition du choix Goncourt de la Grèce. Merci à tous. C'est un grand plaisir et un bonheur de vous avoir parmi nous ce soir et on espère vivement vous rencontrer physiquement en présentiel à Thessalonique très bientôt. Et bien évidemment, je ne pourrais pas oublier notre public qui nous suit en ligne en ce moment sur les réseaux sociaux, qui malheureusement nous ne pouvons ni voir ni entendre. Mais quelques étudiants de nos jurys, nous avons déjà envoyé quelques questions, donc on va essayer de les poser à nos invités. Mais tous ceux et celles qui ont envie d'écrire une question, n'hésitez pas, pour garder un contact direct avec nous, d'écrire vos questions sur le Facebook et les réseaux sociaux. Et si le temps nous le permet, on pourra en discuter avec nos intervenants. Je tiens juste à signaler que pour des questions techniques, nous ne pouvons avoir que 4 fenêtres. Donc, Patrick Aumois va prendre la parole après Sandrine Mouchet et se déconnectera pour laisser entrer Christos Chrysopoulos. Sandrine Mouchet, à vous la parole. Bonsoir à tous. Je suis très contente de participer à ce lancement du premier choix Goncourt. Je suis arrivée il y a seulement 3 mois à Thessalonique, donc ça fait partie des premières expériences. Donc merci à tous d'être là, en direct d'Athènes, de Paris, de Zurich. Merci à tous les auditeurs qui sont présents. Merci à toute l'équipe, à Katerina, à Fanny qui ont beaucoup travaillé pour pouvoir organiser cette nouvelle édition. Donc c'est le deuxième choix Goncourt que l'on organise en Grèce cette année. La première s'est tenue au printemps, pendant le premier salon du livre, cet événement qu'on suit tous les ans, auquel on participe chaque année. Et puis cette fois-ci, on a eu l'idée de faire un lancement officiel, puisque d'habitude, la première fois, on n'en avait pas fait, mais on s'est dit que cette fois, ça serait une bonne idée. Pendant le salon du livre international à Thessalonique, qui a lieu en ce moment du 19 au 29, on s'est dit que ça serait bien d'avoir ce lancement. Donc, merci à tous d'être là et on va pouvoir échanger pendant une petite heure. Donc, comme vous le savez, ce choix Goncourt étranger existe dans une vingtaine de pays. Donc, on est très heureux qu'il ait lieu en Grèce également. On l'organise à Thessalonique parce qu'il y a ce salon international du livre, mais bien sûr en partenariat avec nos collègues d'Athènes, avec l'Institut français de Grèce, même s'il a lieu en direct ici, organisé par l'Institut français de Thessalonique. Et donc, on remercie aussi les nombreux participants, puisque cette année, lorsque l'année dernière, on avait 5 jurys, cette année, on en a une dizaine. On a 10 universités avec 24 départements, pas seulement des étudiants de français, mais aussi des étudiants de sciences dures, de physique, de médecine, de plein de disciplines. Donc ça, c'est une avancée, avec donc une dizaine de jurys.
Donc on est très heureux de ça et c'est important d'avoir des étudiants pour leur ouvrir leurs horizons, leur donner accès à la littérature contemporaine quand souvent ils ont tendance à étudier une littérature plus classique. Et donc on les encourage et on est très content de les avoir et on sera constamment en contact avec eux à partir de maintenant. Merci à tous encore d'être ici. Merci Sandrine pour tous ces éléments encourageants qui vraiment confirment le succès de la première édition et qui montrent que la deuxième édition, en fait, s'étend sur toute la Grèce dans plusieurs coins. Je vais citer tous les départements qui, au fait, participent cette année et c'est un grand plaisir d'avoir un grand nombre d'étudiants francophones grecs qui vont voter pour les lauréats du deuxième choix concours de la Grèce. Je continue avec Athènes. Je cède la parole à Patrick Aumois. Bonsoir à toutes et tous, Kalispera. Sandrine a dit l'essentiel. On est très heureux, très fiers de ce bel événement organisé entre les deux instituts, à Athènes et à Thessalonique, les deux capitales de la Grèce. Je remercie à mon tour tous ceux et toutes celles qui le rendent possible. Alors, évidemment, c'est une année particulière, une année compliquée à cause de l'épidémie, de la pandémie. Mais néanmoins, avec les collègues d'ailleurs de Thessalonique, même en 2020, on a réussi à mener pas mal d'opérations autour de la littérature, de la lecture, de la création littéraire. Je vais en mentionner deux parce qu'on espère bien qu'on sera capable en 2021 de les poursuivre, de les mener à nouveau. Et vous allez voir, c'est aussi peut-être au moins pour l'un des deux un résultat de cette épidémie qui nous a contraint un peu à être créatifs. On a organisé une opération qu'on a appelée Lecture partout, et il s'agissait de lire des livres pour enfants et des livres pour adultes, si on peut dire, enfin pour tout le monde, dans les trains. C'était avec Trenocé, et on est content de cette opération parce que vraiment on considère que la littérature a sa place partout, et on espère bien à nouveau avoir une opération de cette nature-là, peut-être avec d'autres partenaires encore, en 2021. Et puis on a lancé des rendez-vous. Alors c'est sans public, donc c'est un peu frustrant parce que il n'y a pas dans l'auditorium de l'Institut français, comme il n'y a pas actuellement à Thessalonique, il n'y a pas de public en face des intervenants, mais on avait un dialogue qui était du coup assez intime puisque c'était en direct chez Leila Slimani, qui était notre première invitée, et donc on avait cet événement de discussion littéraire et qui a rencontré pas mal d'échos, pas mal de public en ligne. Et donc, on va continuer. C'est la contrainte de la Covid, mais je pense que si on arrive à toucher comme ça, à aller au-devant de lectrices et de lecteurs qui sont un peu partout en Grèce et même au-delà, et qui peuvent suivre et dialoguer avec les auteurs, parce qu'il y a quand même un jeu de discussion, de questions-réponses qui se met en place. Je vous prie de m'excuser parce que je vais devoir passer, c'est les joies de l'époque aussi, au Zoom qui vient juste après, puisqu'on a à l'Institut français de Grèce à Athènes des événements sur les jeux vidéo en fin de journée, là en ce moment même, et donc je vais devoir passer à l'autre Zoom, et je vous souhaite un plein succès à ce Goncourt, à ce choix Goncourt de Grèce. C'est un très bel événement et on est vraiment, encore une fois, très reconnaissant et très heureux de pouvoir contribuer à son existence. C'est vraiment un très bel exemple d'amour de la littérature et puis aussi un peu de francophonie en Grèce. Bonne soirée à tout le monde. Merci Patrick. On tient beaucoup à votre soutien. C'est toujours un plaisir de travailler avec vous. Merci bien. Permettez-moi en ce moment de remercier toutes les universités, plutôt les 4 universités qui participaient déjà l'année dernière avec nous à l'organisation du choix Goncourt Grèce. Je cite l'Université Aristote de Thessalonique avec Eugenia Grammatikopoulou, l'Université des Thraces avec Stéphanos Gravanis, l'Université Ionienne avec Michel Politis et l'Université d'Athènes avec Dimitri Roboli. Tous ces enseignants avaient inauguré avec nous vraiment le premier choix Goncourt de la Grèce et nous les remercions sincèrement pour leur engagement et leur investissement personnel. Ils participent à nouveau cette année avec une diversité de nouveaux départements qui se sont rajoutés et qui font une diversité vraiment intéressante. Je vais citer par ordre alphabétique les nouveaux participants. L'École Polytechnique de Crète avec Madame Kouroutaki Alexandra, l'Université ouverte de Grèce à Patras avec Madame Leontaridou Dora et Madame Papaspiridou Ioanna, l'Université du Pirée avec Christos Nikou et Roussios Charalambos,
l'Université de Thessalie à Volos avec Madame Rodoyani et Madame Tsela, l'Université nationale et capodistrienne d'Athènes avec Madame Tachopoulou et l'Université de Ioannina avec Madame Zoubouli Maria. Voilà en tout, tous les départements qui sont avec nous cette année. On va travailler ensemble et on va se voir tout au long de l'année pour échanger avec eux sur la lecture des ouvrages et arriver à émettre leur jugement critique sur leur œuvre de préférence. Le grand moment est arrivé et je passerai la parole aux membres de l'Académie Goncourt. Et l'année dernière, nous avions la chance de dialoguer avec Didier Descoings. Aujourd'hui, on a avec nous Pierre Assouline. Et j'aimerais juste partager, avant de lui donner la parole, un secret. Un secret qui concerne, au fait, la création de ce choix Goncourt de la Grèce, car c'est grâce à lui, lors de son passage à Thessalonique incognito, il y a 2 ans, pour le vernissage de notre expo souvenir à Thessalonique, qu'il nous a vraiment poussé à soumettre notre candidature et mettre en place les choix Goncourt de la Grèce. C'était vraiment une idée qu'on a embrassée, qu'on a vraiment commencé à l'organiser. Et nous voilà aujourd'hui à la 2e édition du choix Goncourt de la Grèce. Donc merci toujours chaleureusement pour votre soutien. Et ça nous fait toujours un grand plaisir de vous accueillir à Thessalonique. On vous connaît tous ici à Thessalonique par vos livres, en Grèce par vos livres, car vous faites parmi des écrivains les plus traduits chez nous. Et je vous cède la parole pour présenter un peu à notre public grec l'Académie Goncourt et plutôt parler de l'importance du choix Goncourt à l'étranger. Merci. Alors, merci de rappeler tout ça, oui. Comme quoi les cocktails diplomatiques, hein, ça sert de temps en temps, entre 2 verres, n'est-ce pas, Madame le Consul? Donc, oui, moi je suis très heureux que ça ait abouti. Hein. D'abord parce que par amour de la Grèce, de la Crète, de Salonique, je le dis à la française, hein, pardonnez-moi, mais j'en suis resté à Salonique plutôt qu'à Thessalonique. Alors, pour l'Académie Goncourt, c'est très important. Les choix Goncourt de l'étranger, ça existe depuis 23 ans. Ça a été initié donc il y a 23 ans parce que François Nourricier, qui était avec Hervé Bazin, la tête pensante de l'Académie Goncourt. Ils avaient été président puis secrétaire général. Tous les deux ont beaucoup œuvré pour ouvrir l'Académie Goncourt au rayonnement culturel français, c'est-à-dire pour désenclaver les Goncourt du côté un peu trop parisien, et pour ne pas dire le côté Saint-Germain-des-Prés, et donc l'ouvrir. Donc ils l'ont ouverte au départ vers la Suisse et la Belgique et le Québec, qui étaient des terres de francophonie assez naturelles. Et ensuite, ils l'ont ouvert bien davantage vers le monde. Mais l'initiative des concours étrangers ne vient pas de l'Académie Goncourt. L'initiative, il faut toujours le citer, revient à l'Institut français de Cracovie. C'est eux qui ont eu les premiers l'idée de lancer ça. Ils ont réuni des universités dans toute la Pologne, et ils ont contacté l'Académie en disant, voilà, on voudrait faire ça. On prend votre liste, on fait lire par nos étudiants, et il y a quand même pas mal d'étudiants en littérature française en Pologne. Et après, on fait un jury et on élit un livre, choisit un livre, un lauréat, et puis on fait venir un grand écrivain local, enfin national plutôt, polonais, en l'occurrence polonais, pour présider la cérémonie de remise, etc. Alors pour la petite histoire, le tout premier lauréat du tout premier Goncourt étranger, donc polonais, c'est moi. Mais bon, à l'époque, je n'étais pas à l'Académie Goncourt, évidemment, et c'était pour mon premier roman il y a 23 ans. C'est vraiment le hasard. Et j'ai eu le bonheur de me voir remettre mon prix par Miloche. C'est quand même pas... ça ne s'oublie pas. Donc, après, il y a eu d'autres demandes, et maintenant, on est 23 ou 24, je n'ai pas compté, les plus récents étant le Brésil et la Chine. Ça se passe toujours de la même manière. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à chaque fois, on s'adapte un petit peu au pays. Il y a un règlement, vous savez bien, on passe toujours par l'Institut français et par l'ambassade de France. C'est un principe. Encore hier, je ne vous dirai pas quel pays, très enthousiaste à l'idée de faire un concours étranger, nous a proposé de passer par une grande librairie. On a dit non,
C'est pas possible. C'est la même chose pour tout le monde, donc ils vont s'y plier, ou sinon on n'acceptera pas. Après, on s'adapte. Il y en a qui prennent la liste de 15, puis d'autres qui prennent une liste de 8, puis d'autres de 6, parce que, bon, c'est difficile. Vous, en Grèce, vous avez fait quelque chose que personne n'avait fait encore, c'est de faire participer des étudiants non littéraires. D'après ce que j'ai compris, de sciences sociales et humaines, ça c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. Oui, c'est nouveau cette année. Attendez. Oui, pardon. Oui, c'est nouveau cette année, en effet. C'est ce dont on se réjouit justement parce qu'on n'est pas sur des étudiants uniquement en littérature et des étudiants de français, mais des différentes sciences, tous les francophones qui peuvent aimer la littérature. Mais c'est intéressant parce que ils ont un point de vue assez décalé, n'étant pas des littéraires, par rapport à un roman. Je trouve qu'il y a quelque chose, ça apporte quelque chose de nouveau, et je le signalerai aux autres, parce que ça peut inspirer certains. Vous savez, il y a des pays, je ne vais pas non plus citer lesquels, parce qu'on est en négociation avec eux, hein. Et encore une fois, je rappelle que ça vient toujours du pays, et de l'Institut français du pays. Mais il y a des pays qui n'ont pas assez d'étudiants en français. Des pays importants qui ont, par exemple, ça a été un contraste, une grande population française, enfin française, francophone, mais très peu d'étudiants qui choisissent d'étudier la langue et la littérature française à l'université. Et donc, ils sont en train de ramer pour en trouver, quoi. C'est quand même triste. Mais voilà. Donc, là, nous, on est ravis, évidemment. Je ne vous cache pas maintenant que le nombre fait que il y a des problèmes de logistique qui vont se poser bientôt, mais on va s'occuper justement de développer ça pour accepter les nouvelles candidatures, il n'y a pas de raison. Donc, vous savez, il y a donc le choix de l'Orient, il y a la Roumanie, la Pologne, la Chine, enfin bref, 23 pays, ou 24, c'est beaucoup, hein. L'Angleterre, bien sûr, l'Italie, l'Espagne et beaucoup d'autres. Alors, pour nous, les Goncourt, on attache beaucoup d'importance. D'une part, parce que ça nous apporte quelque chose, ça apporte quelque chose évidemment à l'Académie, à son rayonnement, mais ça apporte beaucoup au rayonnement de la culture française. Mais surtout, on s'est aperçu que les écrivains sont ravis. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on gagne quelque chose avec ce prix. On gagne d'être traduit dans la langue du pays, ce qui est déjà bien. Traduit et édité, ça va de soi, parce que c'est la même chose. Et je rappelle que c'est une traduction qui est financée par l'Institut français. Et d'autre part, l'écrivain est invité dans le pays à faire une tournée des universités avec son livre traduit la plupart du temps. Parfois, c'est avant qu'il soit traduit, mais c'est plus intelligent de le faire une fois qu'il est traduit. Et donc, ça compte énormément. Il m'est arrivé d'accompagner un certain nombre d'auteurs à l'étranger, ou de me trouver à l'étranger avec eux, et de participer à la soirée. Je pense à David Diop en Espagne, par exemple. Et puis, il y en a eu encore d'autres. Je ne pense pas que j'ai été avec Jean-Paul quelque part, je ne crois pas, non, à l'étranger. Mais donc, je vois bien. Parce qu'il faut imaginer, je ne sais pas si c'est le cas de Jean-Paul Dubois, mais il y en a qui gagnent, qui remportent plusieurs concours étrangers. Donc, après avoir passé un an à écumer les librairies françaises, il passe un an à écumer les instituts français à l'étranger. Ce n'est pas une vie, hein. Après ça, on n'écrit plus. Oui. Non, moi j'approuve. Je dirais juste que vous avez pratiquement répondu à des questions de nos étudiants qui avaient déjà, au fait, nous avaient fait parvenir les questions il y a 2 jours. Et donc là, tout cela fait partie de leurs questions qu'ils voulaient vous poser aujourd'hui. Voilà, donc c'est pour vous dire l'importance qu'on y accorde. À chaque réunion, on en parle. Chaque réunion, parce qu'il y a tout le temps des demandes maintenant, qu'on accepte ou qu'on refuse. Parce que parfois c'est un peu compliqué, hein. Quand c'est un pays très lointain, qui a des problèmes spécifiques, quand c'est en Europe, ça va. Mais quand c'est au Venezuela, en plein bouleversement, ou quand c'est au Brésil, c'est un peu plus compliqué. Je ne vous cache pas. Il peut y avoir parfois des raisons politiques aussi, des motifs politiques.
Je reviendrai sur vous en dialoguant avec vous, Jean-Paul Dubois, et notre public par la suite. Et moi, je me réjouis de rajouter que même cette année, on va voyager, et ceci grâce à ces 4 romans qui représentent la littérature de langue française, une romancière et 3 romanciers qui sont en liste. Donc, on attend avec impatience le lauréat de cette année. Mais je continue. Nous, notre lauréat, le lauréat de l'Académie Goncourt, pour 2020, c'est lundi prochain. Parce qu'avec la Covid, tout a été bouleversé. Bien sûr. C'est bien que le vôtre soit enfin décerné, parce que le nouveau lauréat du nouveau cru Goncourt sera connu lundi prochain. Le 30, oui. Oui, les 30, voilà. Et je passe ensuite la parole à Christos Chrysopoulos, l'écrivain grec de cette année qui va présider la 2e édition du choix Goncourt de la Grèce. Juste pour rappel ou pour signaler à ceux qui ne le connaissent pas, l'année dernière, nous avions comme président d'honneur un autre auteur grec francophone de Thessalonique, Dimitris Dimitriadis. Cette année, voilà, c'est Christos Chrysopoulos. Christos, vous êtes romancier, l'un des écrivains les plus prolifiques en Grèce. Vos livres sont traduits aussi en plusieurs langues et plusieurs de vos livres aussi sont traduits en France. Vous enseignez au Centre national du livre grec et vous publiez régulièrement des articles de critique et de théorie littéraire. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'être le président d'honneur de cette édition ? Tout d'abord, bonsoir tout le monde, je suis à Zurich, en Suisse, je suis ravi de vous rencontrer. Je tiens à avouer que, en ce qui me concerne, le prix Goncourt a une vraiment importance très particulière. Dès la première publication de mon livre en France, j'ai été vraiment honoré. J'ai reçu des livres, j'ai participé à des festivals, j'ai vu des pièces de théâtre, j'ai même reçu une médaille. Mais ce qui est très important, c'est que j'ai pu rencontrer des importantes personnalités, des amis très importants. Et aussi, j'ai pu être rassuré que je suis de la bonne voie ces dernières 15 années en tant qu'écrivain. Donc, je suis dans un point très privilégié afin de pouvoir restituer les cadeaux que j'ai pu recevoir de la part de la France, et évidemment du prix Goncourt. Quand je suis en train de, disons, traverser du français vers le grec cette fois, et alors que mon discours est traduit dans plusieurs langues, et pour les amis qui sont ici, je dois dire que c'est ce que le prix Goncourt est en train de faire. Le prix Goncourt est en train de créer un grand pont, un pont littéraire, pour le bien des lecteurs, évidemment, et évidemment aussi pour les écrivains. Donc, par le biais du prix Goncourt, on arrive à se connecter. Et en ce qui me concerne, chaque livre, chaque œuvre littéraire est vraiment un ouvrage qui a plusieurs étapes, qui a plusieurs niveaux. Donc, je crois qu'il s'agit d'une œuvre littéraire qui travaille à plusieurs niveaux. Donc, je crois ça c'est le bien et ça c'est le don de la traduction. Donc, les étudiants qui vont lire ces livres, non seulement vont enrichir leur propre expérience par le biais du monde de chaque écrivain, de chaque ouvrage, mais ils vont également donner eux-mêmes une nouvelle notion, une nouvelle interprétation des livres à partir de leur propre expérience. Donc, les Grecs auteurs auront une différente interprétation, les étudiants auront une autre interprétation. Donc, je dirais que nous sommes en train d'approcher la langue française et on va, je crois, redéfinir les choses. Je crois cela, ça va de pair aussi pour l'écrivain du livre. L'écrivain du livre est en train de recevoir
par le biais des écrivains, un ouvrage qui est plus riche de ce que lui-même pourrait comprendre. Donc, cela parce qu'il arrive d'avoir cette approche multiculturelle et chacun a son propre biographie. Donc, je pense que cela est un vraiment profit énorme pour toute personne intéressée et j'espère que je vais être aussi une personne qui va y profiter de cet énorme bénéfice littéraire et en même temps, j'espère que je vais surtout faciliter ces tâches de rassemblement, d'échange d'idées, d'échange des mondes littéraires. Merci beaucoup. Et merci pour cette opportunité d'ailleurs de faire partie de cet effort. Et on se verra tout au long de l'année pour travailler ensemble sur le choix Goncourt de la Grèce pour au fait essayer d'inspirer nos étudiants à cet exercice. Et je passe la parole par la suite à Jean-Paul Dubois. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous ce soir. Je sais que les étudiants seraient ravis de vous rencontrer en présentiel. Et ils auraient sûrement entendu avec un immense plaisir tout ce que vous auriez à leur dire. Ils ont vraiment argumenté sur votre roman l'année dernière de façon très juste, très complète et très intéressante. Même Didier Descoings était vraiment impressionné par leur gisement critique et ça nous a vraiment incité à continuer cette deuxième édition avec plus de plaisir, avec plus de passion. Et votre livre, juste à vous signaler, a été traduit en grec dans les éditions Voma. C'est un livre aussi magnifique en grec et qui donne vraiment tous les styles percutants de votre roman. Et moi, j'aimerais juste vous poser une question et que je me rappelle aussi, c'était une question d'un de nos étudiants. Quelle était votre impression quand vous avez reçu le prix Goncourt en France et quelles sont vos impressions en général quand vous apprenez que vous êtes le lauréat de plusieurs choix Goncourt de l'étranger? D'abord, bonjour à tous. Je suis très honoré, très content d'être avec vous ce soir. C'est le genre de question qui est très difficile parce que le problème est très individuel. Il y a des gens qui ont des réactions tout à fait différentes. Moi, j'ai été étonné et fasciné dès le début, quand on m'a annoncé que j'avais le prix, par la puissance de cette machine qu'est ce prix à produire du bonheur. Voilà. C'est beaucoup plus en plus autour de moi que pour moi, parce que moi c'est assez irréel, je me sens souvent, c'est une caractéristique générale, comme un imposteur. J'étais là, bon, j'étais ravi, mais c'est totalement... Mais alors, ce que vous voyez autour de vous, de vos proches, des gens avec lesquels vous travaillez, de votre éditeur, des gens que vous aimez, il y a une véritable machine à produire du bonheur. C'est ce que j'en ai retenu, moi, et c'est ce que j'en garde. Et je pense que c'est le plus important, ça dépasse la littérature, quoi. C'est quelque chose, vous voyez, pour la première fois de ma vie, j'ai vu à travers moi des gens infiniment heureux, ce qui paraît tout à fait bizarre parce que je produis pas cet effet d'habitude, quoi. Mais là, je me souviens quand on est arrivé à la maison d'édition, la joie qu'il y avait, la joie des gens, c'était quelque chose de formidable. Donc, c'est bien au-delà de la littérature, parce que des livres et tout ça, parce que c'est quelque chose de... moi, j'ai du mal avec ça. Je fais des livres un peu par hasard, quoi. C'est pas mon monde. Je ne le vis pas et je suis pas né là-dedans. Mais je le fais avec conviction, joie. Et quand je vois ce qu'un simple livre fait de façon tout à fait étrange, encore une fois par chance et hasard, comment ça se fabrique et comment le monde agence quelque chose qui vous a échappé depuis longtemps parce que vous l'avez fait, c'est assez merveilleux. Donc moi je garde ce souvenir du moment où je suis arrivé, où j'ai vu tous ces gens, où j'ai vu cette table intimidante et à la fois très sympathique. Ça n'a pas duré longtemps l'intimidation. Voilà, c'est quelque chose de très simple.
Moi, je dirais que c'est aussi le jeu de la rentrée littéraire, qui vraiment, c'est une singularité française. Nous, les Grecs, nous n'avons pas cette habitude. Donc, c'est ça aussi, c'est cette machine dont vous parlez, c'est un bonheur qui, au fait, est le produit de cette rentrée littéraire, une abondance de romans qui sont, en fait, très marqués par leur style. Donc, voilà, vous faites partie aussi de ces écrivains perles, d'accord? Vous êtes un grand écrivain. Mais c'était l'occasion de vous voir avec le prix Goncourt. Mais le bonheur dont je vous parle, il est beaucoup plus simple. Le bonheur, c'est quand mon éditeur, qui doit faire 15 ou 20 cm de moins que moi, m'a pris et m'a soulevé de terre dans le bar où on était en train de boire un coup, le matin où le téléphone a sonné. C'est ça, je vous dis, ça dépasse le livre. On n'est plus dans le même registre. C'est ma petite fille de 10 ans qui, quand je suis rentré à la maison, m'a fait une petite toile de 10 mètres par 10, j'aurais dû vous l'amener parce qu'elle est dans le bureau à côté, de 10 cm par 10 cm, qui était la reproduction exacte du livre, avec en dessous écrit à la peinture prix Goncourt. Voilà, c'est ça un prix Goncourt. C'est ce moment où que vous ne connaîtrez jamais deux fois, parce que c'est la règle, sauf si vous écrivez sous un autre nom, ce moment qui vous fait accéder et qui provoque chez les autres une joie. C'est très étonnant, voilà. C'est touchant, c'est vraiment touchant. Merci pour votre réponse. Je crois qu'on pourrait lancer le débat avec Sandrine, car il y a des questions qui arrivent. Donc, c'est bien, car ça coïncide avec ma question. Et une question sur votre personnage principal, Paul Engen. Au fait, c'est un personnage réel, c'est une pure création littéraire. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de ces personnages qui, au fait, voyage dans sa... voyage entre guillemets, au fait, revisite sa vie avec ses moments dans une cellule très étroite. Le personnage, principal, c'est une concrétion de 2 ou 3 personnes réelles. La plus importante étant le superintendant de l'immeuble, que je connais depuis 20 ans, qui m'a subjugué par son intelligence, sa douceur, sa générosité. C'est quelqu'un qui est exactement comme tel qu'il est décrit dans le livre, qui a une attention aux autres absolument étonnante, et qui donc m'a donné envie d'écrire cette histoire et de le placer en son centre. Et avant de le faire, évidemment, je lui en ai parlé. C'est quelqu'un qui est le gardien d'immeuble, on peut appeler ça, où vivait ma femme au Québec. Et je lui ai dit, est-ce que c'est la nuit que je raconte une histoire? Il me dit, mais non, au contraire, tu rigoles, ça me fait plaisir et tout. Et j'ai donc raconté son histoire. Et le matin du Goncourt, quand on nous a annoncé qu'il y avait le prix, j'ai décroché le premier coup de fil que j'ai passé. Je lui ai dit, Serge, tu as gagné le prix Goncourt. Et depuis, il affiche des pages de prix Goncourt dans l'immeuble du livre où il est question de lui. Donc, vous voyez, les livres se font à travers des choses comme ça aussi. C'est pas tellement cérébral. Pour moi, ça a été une joie énorme de parler de cet homme que j'aimais par ailleurs. Et quand vous avez la chance de pouvoir mettre en lumière comme ça un type qui vous dépasse de 100 coudées, c'est formidable. Moi, voilà comment s'est fabriqué ce personnage. Évidemment, il n'est pas la totalité du narrateur, mais il est une part prépondérante et son esprit habite le livre. Voilà, c'est un homme que j'aime, tout simplement. Et nous aussi, et apparemment, on sent cette douceur, cette humanité. Et il y a une autre question qui va avec cette pensée. Comment finalement rester aimant au milieu d'un monde qui n'est plus? Et on voit que votre héros, finalement, ne résiste plus au fait et il décide la violence. Il se trouve aussi à la prison. Je pense que la violence est une réponse à l'inhumanité du monde. C'est pas la meilleure, mais c'est celle qui vous permet aussi de récupérer un peu de dignité, de vous dire que les choses doivent être... C'est très difficile de rester stable et dans un monde cinglé. C'est quasiment impossible. Donc
l'humiliation, et l'humiliation ne vient pas de, si vous remarquez, enfin, dans le livre, elle ne vient pas de lui. C'est-à-dire, lui, il accepte beaucoup de choses, mais ce qu'il n'accepte pas, c'est l'humiliation qu'on fait subir à son chien. Voilà. Et à partir de ce moment-là, il se transforme en une sorte de type qui va réagir et remettre sa dignité en place. Je pense que c'est très. La violence est une chose qui n'est pas indispensable, mais qui par moment doit être mise en activité si vous n'avez plus d'autres solutions pour continuer à vivre normalement, quoi. C'est pas très très compliqué. Oui, c'est très émouvant, très touchant de voir ces héros. Et on sent vraiment que votre roman s'est ouvert sur le monde, sur la société. C'est quelque chose que les étudiants ont fort ressenti. Et cette lecture les a touchés car ils étaient impressionnés par tous ces pays, tous ces paysages, tous ces lieux que vous évoquez. Vous passez de Montréal à Toulouse, de Toulouse au Danemark, à l'extrême nord. Et donc, ils ont fait le tour du monde, mais en étant dans une prison. Et moi, j'aimerais juste vous demander 2 ou 3 choses sur la mémoire, les temps, au fait, et les souvenirs. Ce sont les points communs de vos ouvrages. Je pense que la mémoire, c'est la seule. Je pense qu'on vit dans une prison tous les jours, chacun, de plus ou moins grande taille, avec des contraintes plus ou moins violentes, avec une capacité d'action et de réaction plus ou moins acceptée. Et la mémoire, c'est ce qui va alimenter toute forme de libération. C'est-à-dire que même dans une prison, le narrateur, qui est Paul Hansen, retrouve toute une narration, ce qui est celle de sa vie, grâce justement à cette mémoire. La mémoire est un truc absolument extraordinaire. Moi, je me suis tourné longtemps vers les neurosciences. J'ai discuté avec des neurologues et trucs comme ça parce que ça me passionne. Je voudrais savoir comment fonctionne la mémoire. Je voulais savoir comment, par exemple, en racontant l'histoire de la fin de vie de mon père dans un autre livre, j'ai retrouvé son odeur. Comment je peux parfois entendre sa voix? Quelle est cette machine neurologique qui fabrique comme ça, à partir de la mort et de la disparition, une résurrection d'odeurs, de voix, de moments, de toucher une voiture, par exemple, de toucher j'ai senti parfois le velours d'une voiture qu'il avait quand j'étais assis avec lui à l'intérieur. Donc, vous pouvez être en prison, vous pouvez être enfermé dans une vie qui n'est pas forcément la vôtre ou celle que vous voudriez mener, mais la mémoire, c'est une machine prodigieuse, quoi, qui va vous apporter des ouvertures de liberté grâce au passé, mais qui vous donne dans le présent une force inouïe. Mm-hmm. Et j'ai une deuxième question pour vous, Monsieur Dubois, et après, il y a encore 3 questions pour Pierre Assouline. Une question par une étudiante qui pose la question: comment travaillez-vous? Elle connaît que vous aviez la casquette du journaliste. Donc, inquiétez-vous comme lorsque vous étiez journaliste? Je suis toujours inquiet. Quand j'étais journaliste, j'étais inquiet de ne pas être capable de rendre mon article à l'heure donnée. Et quand je commence un livre, je suis toujours inquiet parce que j'ai toujours peur. Je crois que c'était inquiétez-vous. Oui. Inquiétez-vous. Si vous enquêtez, si vous êtes inquiet, ça n'empêche pas, l'un n'empêche pas l'autre. Hein, mais... pardonnez-moi, j'avais compris inquiet. Oui, non, j'enquête pas. Je travaille avec 2 ordinateurs toujours. Enfin, j'enquête. Le mot est. Et pour moi, c'est pas le mot que j'emploierais. Je ne raconte des choses et des histoires que si je les ai vécues ou traversées. Voilà. Je peux pas imaginer un pays raconte un pays que je ne connais pas, parler de gens qui n'ont pas de chair. Donc, je n'enquête pas au sens journalistique du terme. En revanche, je travaille avec 2 ordinateurs, un pour écrire et un pour chercher. Quand je donne le nom d'une rue au Danemark, je vérifie que c'est bien cet endroit-là, que c'est bien l'église ensablée. Je suis allé voir exactement son emplacement GPS. Enfin, je vérifie tout. Enfin, j'essaie de tout vérifier. Je dis, ça n'empêche pas que j'écrive des bêtises comme tout le monde, mais je vérifie tout.
Parce que c'est le minimum que vous devez aux gens qui vous lisent, de leur donner quelque chose de sincère dans l'écriture et de vrai dans le décor. Vous n'imaginez pas un film avec un décor, une narration qui se passerait à Londres et qui serait tout à fait approximative et vous découvririez des rues de Madrid. Ça ne marche pas, quoi. Donc il faut être très, très précis, je trouve, dans l'écriture. D'accord. Une autre question qui s'adresse à tous les deux, à Pierre Assouline et à Jean-Paul Dubois. Quel est le rôle de la littérature en période de confinement comme soutien chez les personnes qui souffrent? Je ne peux pas vous répondre parce que je ne fais pas partie des personnes qui souffrent. J'ai une vie chanceuse et une vie... j'ai été très gâté. En ce qui me concerne, la littérature, je ne l'imagine pas dans ces périodes-là. C'est comme le cinéma et autres. C'est très difficile de profiter de quelque chose quand votre esprit est colonisé par l'inquiétude, la peur, mais la peur dans tous les sens du terme, la peur de la connerie qui vous entoure, la connerie humaine, la peur de la maladie, la peur de la contagion. Ça marche pas avec la littérature. La littérature, c'est un sport, je dirais, c'est un sport de plein air pour l'esprit, quoi. Il faut être dégagé. Je crois qu'il faut être libre intellectuellement pour pouvoir pratiquer l'écriture. Mais je ne sais pas si pour des gens qui sont confinés, enfermés ou autres, la littérature est quelque chose qui leur permet de sortir de cet enfermement, quoi. Je ne suis pas qualifié pour répondre à ça. Pierre Assouline, vous voudriez dire quelque chose? Je pense que personne n'est qualifié, hein, mais quand on parle avec des lecteurs, quand on reçoit des courriels, on prête l'oreille et l'œil à ce qui se passe autour de nous, on s'aperçoit que la question s'adresse à la fois à l'écrivain et au lecteur. Alors, je vous dis tout de suite, le confinement ne favorise pas l'écriture, contrairement à ce qu'on pourrait croire. En tout cas, en ce qui me concerne et autour de moi, les amis écrivains, j'ai remarqué que bien peu ont pu en profiter pour mener à bien un projet d'écriture qui était déjà commencé ou autre. Parce qu'il y a trop d'angoisse, il y a trop de contraintes, notamment dans le premier confinement à Paris, ou dans la région parisienne, je ne sais pas ce qu'il en était à Toulouse ou à Jean-Paul, mais ça ne s'y prêtait pas. Il y avait trop d'angoisse. Et même dans le deuxième. En revanche, écrire des tas de petites choses, prendre des notes, préparer un livre, ça oui, et surtout lire. Je crois que ce qui est intéressant, c'est de voir que, en tout cas pour le premier confinement, il y a eu des enquêtes de fait sur qu'est-ce que les gens lisaient. Parce qu'ils ont acheté pas mal de livres. Hein, et en fait, les gens se sont rabattus sur ce qui était le moins risqué, c'est-à-dire des classiques. Parce que quand on achète une nouveauté, enfin un nouveau livre, hein, on prend un risque. Même s'il est conseillé par un critique, même s'il est acclamé par un tel, on prend un risque d'être déçu, d'avoir perdu son temps. Bon, on ne prend pas ce risque quand on est en confinement, dans l'angoisse du lendemain, parce que quand même il y a des morts, il y a des malades autour de soi. Et avec Guerre et paix, on sait où on va. Même si on n'a pas déjà lu, on sait que ce n'est pas de la daube. Et donc, Guerre et paix, ou Le Maître et Marguerite, ou bien Don Quichotte, ou bien... Voilà, dès lors qu'on a une affinité avec l'auteur ou l'esprit du texte, moi j'ai souvent conseillé soit La Recherche du temps perdu, soit... pas La peste de Camus, parce que quitter la peste pour retrouver la peste, c'était pas une bonne idée, mais La Montagne magique. Je trouvais que c'était une lecture idéale, parce que dans La Montagne magique de Thomas Mann, il y a aussi l'angoisse de la maladie. Il y a aussi, en bas de la montagne, la guerre qui va monter, quoi, et l'horreur qui va monter. Donc on est retranché du monde, comme dans un vrai confinement, mais en même temps, il y a la peur de redescendre de ce confinement, de cet isolement, pour retrouver la rumeur du monde, et parfois... voilà. Donc, voilà, les classiques ont été, je pense, pas mal lus et relus, si j'en juge par ce que j'ai pu écouter autour de moi. Donc, est-ce que la littérature aide les gens qui aiment lire? Parce qu'il y a des tas de gens qui
à qui les livres sont indifférents, ce que je comprends très bien. Hein. Moi, je ne suis pas du tout quelqu'un qui va sanctuariser ni la littérature ni les livres. On peut très bien, ça révolte toujours quelques personnes autour de moi, mais je profite qu'elles ne soient pas là pour le dire. On peut très bien être très heureux toute sa vie sans avoir ouvert un seul livre. C'est pas bien de le dire là aujourd'hui, mais c'est pas grave, c'est ce que je pense profondément. Cela étant, ce n'est pas mon cas. Vous vous en doutez. Et je pense que dans cette période-là, oui, la littérature peut aider les gens, mais des gens qui sont déjà portés vers le livre et vers la littérature, qui ont cet esprit-là, oui. Je crois qu'en effet, les gens ont beaucoup lu. Vous savez, moi j'ai un thermomètre ou un baromètre, si vous voulez. Mon baromètre, c'est tout bêtement mon immeuble. Parce que je reçois, en tant que critique littéraire et en tant que juré, pratiquement tout ce qui se publie en littérature générale. C'est-à-dire à peu près une quarantaine de livres par semaine, toute l'année. Donc, vous vous doutez bien que je ne vais pas les garder, parce que j'ouvrirai une librairie en 6 mois, et je ne vais pas les vendre non plus. Donc, je les donne notamment à la bibliothèque d'un hôpital à Paris, mais surtout, je les donne au fond de mon immeuble. Enfin, je les expose. C'est Bernard Pivot qui m'avait appris ça quand il était à Apostrophe. C'était dans tout son immeuble en profitait. Et au lieu de vous dire que le jour où il a déménagé, ils ont pleuré. Hein. Bon, eh bien, moi, je les mets dans mon immeuble, près de ma porte, et chacun se sert, chacun prend ce qu'il veut. Eh bien, je peux vous dire qu'en période de confinement, les piles, ça descend très vite. Parce que les gens n'ont que ça à faire et qu'ils ont besoin de s'évader. C'est tout bêtement de s'évader. Hein. Voir autre chose. Puis on ne peut pas regarder Netflix toute la journée, on deviendrait fou. Donc, il faut... Oui, ils ont besoin d'histoire. Les gens ont besoin d'histoire, il n'y a pas de doute. Oui, merci. Nous avons juste un quart d'heure avant de terminer. Sandrine, tu voudrais poser une question, toi aussi? Oui, Oui, je serais intéressée, Pierre Assouline, de vous entendre sur votre expérience des différents choix Goncourt dans les différents pays. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des choses communes? Est-ce qu'on sent des particularités dans les choix des jurys d'un pays à l'autre? Est-ce qu'il y a une sensibilité culturelle? Est-ce que c'est trop compliqué comme question? Il devrait y en avoir une, mais je pense que peut-être, je n'ai pas fait d'enquête scientifique, mais je ne suis pas sûr qu'il y en ait une. Je pense qu'il y a comme une solidarité générationnelle entre les étudiants de tous les pays. Parce que franchement, dans des pays aussi différents que la Suisse et la Chine, qui sont des pays où j'étais il n'y a pas très longtemps, je me suis rendu compte qu'ils ont des réactions similaires. Parce qu'on fait beaucoup de débats. Du temps où on pouvait voir les gens et les toucher, autrefois, eh bien, je participe à beaucoup de débats, de rencontres. Donc là, ça fuse. Eh bien, je me suis rendu compte qu'en fait, ils réagissent de la même manière par rapport aux mêmes livres, puisqu'il s'agit des mêmes livres. Et comme je les ai évidemment tous lus, je sais à peu près ce qu'il y a dedans. Et c'est intéressant parce que, voilà, je vous dis, entre des Suisses et des Chinois, ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils sont jeunes et qu'ils sont étudiants. Parfois lycéens, parce que dans certains cas, en Italie, il y a des lycéens, mais et qui sont étudiants et qu'ils étudient la littérature française. Et là, on oublie qu'ils sont suisses ou chinois. Je prends 2 extrêmes, hein, parce que bon, c'est quand même assez contrasté, mais c'est pareil en Belgique. Là, je regardais mon téléphone parce que le choix de la Suisse, du concours suisse, va être donné dans quelques minutes. Alors, ça m'a intéressé, mais je crois que c'est pour le concours 2020. Donc, mais il n'est pas encore arrivé, mais ils sont en train de voter là. Et je suis très curieux de savoir ce qu'ils vont choisir, parce que on va voir. Mais vous savez, à chaque fois, notamment en Suisse, quand j'y vais, c'est-à-dire chaque fois, j'interviewe le jury en public devant l'ensemble des éditeurs et écrivains, critiques qui sont invités à la résidence de l'ambassadeur de France. Et c'est très intéressant de les interviewer parce que ils ont un vrai point de vue critique. Ils voient des choses que ne voient pas tous les critiques qui ont écrit sur le livre en question.
Et je sais que pour l'auteur, c'est très intéressant. Il voit parfois des erreurs, choses comme ça, mais surtout il voit des interprétations, il voit des intentions qui surprennent tout le monde et que personne n'avait vues. Parce que justement, ils le font à partir de leur culture à eux. Et donc, vous savez bien qu'un étudiant chinois, outre la littérature française, il a la littérature chinoise en lui. Et à partir de là, il voit des procédés parfois stylistiques, il voit comme on dit, des dispositifs, il voit des tas de choses qui n'apparaissent pas aux Européens. Donc c'est très très intéressant. Oui, excusez-moi de vous interrompre, mais le temps nous presse. Il nous reste que 10 minutes, donc je profite juste pour vous poser 2 questions et après on fait une conclusion. 2 questions, une question pour Jean-Paul Dubois et pour Pierre Assouline. D'abord, Pierre Assouline, quels sont les critères de l'Académie Goncourt pour attribuer le prix? Quel est le profit d'un lauréat? Comment dénicher le perle entre auteurs confirmés et jeunes talents? Et Jean-Paul Dubois, pourquoi votre héros a dû tellement souffrir? On dirait un héros tragique. Je vous laisse répondre, vous pouvez... Jean-Paul d'abord, vas-y. Je n'ai jamais su raconter l'histoire qu'à partir de héros, ce que vous appelez des héros tragiques, c'est-à-dire des types qui sont confrontés. Moi, il y a une phrase de Gunther Anders que j'aime bien, c'est l'homme est plus petit que lui-même. Et c'est à partir de ça que se fabrique le cœur de tous les livres que je fais, c'est-à-dire qu'il va falloir se colter avec une vie démesurément compliquée par rapport à ce qu'on peut produire et essayer de se tenir droit pendant ce moment-là, avec des moments d'abattement et aussi de violence et de tout ce que ça comporte. Donc c'est pas tragique, mais c'est un travail, quoi. C'est le métier de vivre tous les jours, le métier d'homme. C'est un boulot compliqué. C'est un sport. Alors, vous voulez que je réponde à la question Oui, s'il vous plaît. Oui, donc rassurez-vous, il n'y a pas de profil, surtout pas. Parce que s'il y avait un profil, il y aurait des tas de gens qui essaieraient d'écrire un livre par rapport aux soi-disant critères et aux soi-disant profils du Goncourt. Parce que quand vous regardez le palmarès, il y a des gens aussi, enfin des livres aussi différents que L'amant de Marguerite Duras et Au revoir de là-haut de Pierre Lemaître. C'est le jour et la nuit. Et pourtant, les deux ont le prix Goncourt. Cela dit, et cela étant, nous sommes tenus par un testament des frères Goncourt, par un règlement, par des... Bon. Et dans ce testament, il est dit il faut récompenser un ouvrage en prose. Donc déjà, ça élimine la poésie. Donc d'imagination, de création, etc. C'est possible écrit par un jeune auteur. Bon, moi je considère que Jean-Paul Dubois est un auteur prometteur. Et c'est vrai que c'était drôle parce que vous savez qu'à Camille Goncourt, on s'engueule beaucoup, on n'est pas d'accord, on est d'accord sur rien et on s'engueule tout le temps. Et alors ceux qui avaient un autre candidat que Jean-Paul Dubois, ils disaient oui, mais quand même, il donnait son âge. Et oui, je disais oui, mais enfin, c'est quand même moins que Marguerite Duras. Non, c'est plus d'un an. Un an, ouais. Un an. Ouais. Donc, il y a la règle, si vous voulez, il y a le testament, mais il y a surtout l'esprit du testament. Et l'esprit du testament, c'est vrai que ça a toujours été plutôt vers des grands romans populaires, mais de qualité. C'est-à-dire populaire, c'est-à-dire qui pense au grand public, qui pense de manière implicite, s'adresser au grand public, mais en même temps qui ne cèdent rien de leur exigence littéraire. Et c'est un peu la veine du roman naturaliste, si vous voulez, sauf qu'on n'est plus à la fin du 19e siècle et que les critères ont évolué, mais ça reste ça. Pour moi, c'est ce que j'appelle le grand roman populaire de qualité et qui soit exigeant. Et bien sûr, parfois, l'exigence l'emporte sur la dimension populaire. Par exemple, Mathias Sénard, pour Boussole, qui était jugé pas facile par pas mal de lecteurs,
parce qu'avec beaucoup de références intellectuelles. Et puis d'autres fois, c'est par exemple Leïla Slimani, où c'était quelque chose d'une enquête policière presque, hein, d'un thriller. Voilà. Mais là, il faut penser juste à une chose. Quand on est membre d'un jury comme le Goncourt, c'est ce que je dis toujours, même à mes camarades du Goncourt, il faut être animé par deux choses, une éthique de conviction et une éthique de responsabilité. L'éthique de conviction, c'est voilà pourquoi ce livre m'a plu, pourquoi je le trouve bien fait, pourquoi il m'intéresse, etc. L'éthique de responsabilité, c'est qu'il va se vendre énormément. Donc on a une responsabilité vis-à-vis des libraires, vis-à-vis des lecteurs. Et si ce livre est mauvais et illisible, ils nous en voudront et ils auront raison. Donc, on est responsable de quelque chose. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, en France, la majorité des gens achètent un livre par an, et c'est le Goncourt. Et beaucoup de gens achètent un livre à offrir à Noël, et c'est le Goncourt. Donc, on a une vraie responsabilité. Il faut toujours penser à ça. Oui, merci. 2 minutes pour conclure, Sandrine. Oui. Pardon. J'aimerais juste dire un petit mot sur, en vous entendant tous, la réflexion qui me vient à l'esprit, c'est que la littérature, c'est avant tout un acte personnel au départ. L'écrivain est tout seul quand il écrit son livre, le lecteur est seul face à son ouvrage, mais ce que tout ça permet, ce qu'on voit aujourd'hui et vers lequel on tend avec l'organisation de ce Goncourt et de tous ces échanges et ces jurys d'étudiants, c'est justement d'échanger ensuite autour de ces livres, autour de toute la réflexion que ça provoque. Et ça, je crois que c'est vraiment notre but et on y réussit tous bien. Ce n'est qu'un début. On va être en dialogue régulier avec les étudiants, les 104 membres du jury, les professeurs qui les pilotent, donc ces 10 jurys-là pendant tout ce temps jusqu'au prochain Salon du Livre qui, on l'espère, se tiendra cette fois pour de vrai à Thessalonique. On espère bien qu'on vous y verra tous, aussi bien les membres du jury que Pierre Assouline, Jean-Paul Dubois. C'est quand le prochain? On est normalement. En mai, oui. En mai, voilà. Donc l'an dernier, c'était pas tenu, il s'était tenu en ligne, c'est pour ça qu'on a fait le choix Goncourt de l'année précédente en juillet. Enfin, je n'étais pas là, c'était mon prédécesseur. Et le prochain, normalement, en mai. Donc on espère bien que d'ici là, on aura un vaccin, on sera déconfiné, on pourra se rencontrer normalement, on pourra échanger. Et ça sera un vrai plaisir de vous avoir tous ici à Thessalonique pour le Salon du Livre. Donc croisons tous les doigts et continuons à dialoguer, échanger en attendant. Oublions un petit peu la tristesse du confinement. Et puis vous disiez aussi tout à l'heure qu'on pouvait très bien vivre toute sa vie sans livre. Je crois aussi que c'est possible. Chacun son voyage, mais l'important c'est d'avoir l'ouverture et d'aller vers les autres et de savoir s'échapper, d'avoir sa liberté d'une manière ou d'une autre, même si quand on aime les livres, on imagine un petit peu difficile de le faire différemment, mais je crois que l'idée c'est ça, c'est d'être ouvert et puis d'aller vers les autres et vers des mondes qu'on connaît un peu moins. Donc je crois que ça nous amène vraiment à ça et tous ces étudiants qui se sont portés volontaires pour être membres du jury, c'est vraiment l'idée, c'est d'échanger et de sortir de leur zone de confort et d'aller vers d'autres mondes, d'autres cultures, comme notre héros du livre de Jean-Paul Dubois. Juste un dernier mot de ma part. Comme tu dis, on espère se revoir tous très prochainement, car comme disait Aristote, l'espoir est un rêve éveillé. Et donc, voilà. Qu'on continue tous à espérer et qu'on se dit à très bientôt. À très bientôt. Merci à tous. Merci vraiment. Au revoir. Bonne soirée. Merci. Salut. Bonsoir.